le club. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode du podcast Le Club. Après un petit club que nous avons enregistré il y a peu de temps avec Marine, c'était le premier numéro. On est de retour donc avec ce 9e épisode en compagnie majoritaire de personnes qui n'ont jamais participé à ce podcast, donc ça fait super plaisir. Alors on a Ronan qui a déjà participé une fois, ça va ? Oui, ça va, ouais. Ouais, je vois que tu as tes petites notes, etc. Donc tu vas nous présenter pas mal de petites choses, je pense. On a Jean-Pierre qui vient là pour la première fois. Bonjour. Et Sandrine. Bonjour. Alors, on a aussi deux collègues qui sont sur le côté, prêtes à intervenir à tout moment. On verra si elles prendront la parole. Là, pour le moment, plutôt en tant que spectatrice. Mais hâte de voir si vous vous sentez de participer avec nous. Comme d'habitude, l'idée, c'est de se retrouver pour partager un petit peu nos dernières découvertes, nos derniers coups de cœur. On va prendre un petit peu la parole les uns après les autres, réagir. Ça va peut-être nous donner des idées de livres, de CD, de DVD à présenter. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous se sent de commencer par nous présenter une petite chose ou, Bon, je vais y aller. Allez, Jean-Pierre. Je vais commencer par présenter un livre qui est une espèce d'anomalie dans le fond de Cornouailles. Ça s'appelle « Les Celtes et les extraterrestres ». Alors, c'est pas du tout un roman science-fiction, c'est un documentaire. C'est paru en 1973 chez Marabout, qui était spécialiste de ce genre d'extravagance. Pour vous donner une idée, je vais vous lire la 4e de couverture. Extermination bactériologique, brouillard artificiel, char céleste, tank amphibie, mine magnétique, lance-flamme, bombe nucléaire, radio-télésatellite, insémination par influence fluidique, laser, prothèse en métal. En fait, tout ça, c'est pour vous dire que les Celtes se sont coltinés. Les Celtes se sont coltinés avec des extraterrestres. Et que, heureusement, là, je vous parle d'armes assez méchantes, mais alors, on avait l'arme absolue, c'était le druide. En fait, les druides ont repoussé les extraterrestres. Et donc, c'est le sujet de ce bouquin. Et j'ai hésité, est-ce qu'on le garde dans le fond patrimonial ou est-ce qu'on le balance en lecture publique, en science-fiction, mais finalement, c'est quelque chose qu'il faut garder pour l'édification des générations futures. Alors, il y a comme un doute là-dessus, c'est que finalement, les druides n'ont pas si bien réussi leur mission, puisque dans les années 70, il y a un type qui s'appelle David Vincent nous a dit qu'il les avait vus, les extraterrestres. Donc, je pense que ce livre est à rapprocher d'un roman qui s'appelle Martien Goem de Frederick Brown, où en fait les Martiens débarquent un jour sur Terre, et la première chose que fait le premier Martien à débarquer, c'est frapper à une porte et demander au type « Alors Toto, c'est bien ici la Terre ?» En fait, c'est un bouquin très intéressant, mais là, c'est vraiment de la science-fiction. Et le bouquin traite de l'invasion des extraterrestres, mais leur but, c'est pas d'exterminer les terriens, c'est de les empêcher de mentir. Donc, vous imaginez un monde où le mensonge devient impossible. Franchement, c'est assez jubilatoire. Frédéric Brown, c'est d'ailleurs un très grand de la SF. C'est à rapprocher aussi ce bouquin d'un film qui s'appelle, que tout le monde connaît, c'est Tim Burton et Mars Attack. Moi, j'en ai terminé avec celui-là. On avait eu une BD aussi dans le fond breton. J'ai oublié le titre par contre, mais un peu dans ce goût-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une BD des années 70. Les années 70. C'était pas sur la ville 10 ? Je me souviens plus trop, mais avec des extraterrestres, et puis ça se passait en Bretagne avec plein de dessins très, très, très marqués années 70. Mais en noir et blanc, c'était. J'ai oublié le titre. Et dans un autre genre, moi, ça me fait penser... on enlève le côté SF, mais aux alentours de 2009-2010, il y a un film... le titre original, c'est The Invention of Lying, et le titre français, c'est Mythomane. Alors c'est pas un grand film, mais c'est quand tu nous as parlé de mensonges, en gros ça se passe dans un monde où personne n'est capable de mentir, donc tout le monde se dit les 4 vérités en face, jusqu'au jour où un gars va avoir l'idée de mentir. Et comme on est dans un monde où personne ne ment, eh bien il va réussir à obtenir tout ce qu'il veut. Parce que quand il va à la banque et qu'il dit « mais si, sur mon compte, j'ai bien tant de millions de dollars », la banquière ne peut que le croire. Et donc, ça crée tout un tas de situations qui sont assez étonnantes. C'est un livre que tu as lu récemment ou Non, en fait, c'est un livre qui date de 1973, donc qu'on a dans les collections du Fonds de Cornouailles. Je lis particulièrement. Ok.
Oui, j'avais déjà fait d'ailleurs je crois que d'ailleurs le premier article qui est publié sur le site de la médiathèque, c'est celui-là. En fait, je le ressors régulièrement parce que c'est vraiment... Il faut savoir que les auteurs sont des druides. Alors, les noms... à dormir dehors. Edmond Quarer Calondon et Gwezen Dana. Donc ces deux personnes, c'est un couple en fait, et sont vraiment des druides. Donc on peut se poser des questions sur le druidisme au XXe siècle. Cela dit, quand tu lis la 4e de couverture, on se croirait en 2022. L'assimilation par influence fluidique. Le reste. Et à ton goût, c'est un livre qui a plutôt bien pris de l'âge ou en fait, c'est même pas une question d'âge, quoi. C'est une collection, en fait, la collection Bibliothèque Marabout. Ils publiaient plein de bouquins dans ce genre-là. Là, vous avez, par exemple, dans le dos, le livre des herbes étrangleuses. Donc, ok. Et tout était comme ça, quoi, dans ces collections. À la même période, dans une autre collection Marabout, il y avait eu les bibliothèques maudites, les livres envoûtés. Eh ben merci, très très chouette. Ronan, tu voulais peut-être nous parler de quelque chose Je vois que tu as des notes. Tu as forcément quelque chose à nous présenter. On parle des druides. Moi, je vais vous parler d'un livre qu'on a acquis récemment. C'est un livre de Jean-Yves André. Ça s'appelle Guide des mégalithes du Nord Finistère. C'est édité par Joran Mbanner. Joran Mbanner, c'est un éditeur de Fouesnant qui édite... Mbanner, ça veut dire éditeur en breton. Et donc c'est un gars qui édite pas mal de choses locales, mais aussi pour d'autres minorités, au moins dans l'Hexagone, puisqu'il a édité pas mal de bouquins sur l'histoire de l'Alsace et puis des Flandres. Et notamment tous les petits dictionnaires aussi. Les petits dictionnaires... Un dictionnaire amoureux Non. Les mini-dictionnaires. Petits en termes de format. Voilà, breton alsacien, français ukrainien. Et celui-ci, c'est un livre qui est en breton Non, alors celui-là est en français. Et donc, c'est Jean-Yves André. Alors, Jean-Yves André, c'est une personne, un auteur du Nord Finistère, un artiste qui est né en 1955. Et alors, le livre, c'est un livre à format carré, qui fait 228 pages. Et donc c'est sous forme de un peu de dictionnaire en fait, hein, parce que les menhirs, enfin, donc c'est tous les mégalithes, donc il y a des menhirs, des dolmens, et donc ils sont classés par ordre alphabétique de communes. Cela dit, il y a 4 zones différentes. On va avoir, alors il y a une carte à la page 9. On va avoir le Léon, vraiment le Léon propre, à savoir le Nord Finistère au-dessus de Brest. Il va y avoir une région, la région de Morlaix. Alors, il parle du Nord Finistère, mais en fait, c'est tout ce qui se trouve au nord d'une ligne Châteaulin-Carré. Donc, c'est un peu plus que le Nord Finistère. Et il y a la presqu'île de Crozon et puis les monts d'Arrée. Donc le gars est allé, a fait un inventaire un peu des menhirs qu'il pouvait y avoir dans ce Nord Finistère, dans cette partie du Finistère. Il a utilisé notamment 2 sites, en plus des sites des mairies. Il est allé sur les sites des communes, mais il a utilisé 2 sites qui s'appellent Mégalithes du Monde, qui est assez bien fait. Et je suis allé jeter un œil. Et Mégalithe breton, sur celui Mégalithe breton, il y a même des cartes. Donc on peut chercher par commune. Et alors c'est un peu plus large que les mégalithes, puisqu'enfin celui sur le mégalithe du monde, on va trouver les abbayes, les châteaux. Ça va jusqu'au Moyen-Âge. Et donc il explique comme ça, dans une petite préface, il explique comme ça qu'il est allé comme ça, donc un peu à l'aventure avec sa faucille. Et puis et aller défricher un petit peu pour des fois, parce que en fait les menhirs sont recouverts de végétation. Certains ils les retrouvent pas parce qu'ils ont été carrément déplacés, hein. Il suffit que le menhir soit au milieu d'un champ, le paysan ça le gêne, pof, il le vire, il le met sur le talus. Et donc voilà. Donc à chaque fois on a un dessin à l'encre en noir et blanc. Et puis il y a aussi donc un tout petit texte, hein, il y a quelques lignes. J'avais repéré. Voilà, par exemple, à Plomodierne, pas loin de chez nous, là, il marque à l'entrée de l'enclos de la chapelle Notre-Dame du Ménéum.
2 dalles, l'une en granit et l'autre en schiste, possèdent de nombreuses cupules, donc ça nous parle un peu. Sans doute proviennent-elles d'un monument pré-chrétien. Voilà, et donc on a les dessins des deux dalles, et voilà, c'est tout. Ça va pas plus loin, mais c'est une espèce d'inventaire en fait des mégalithes du Nord Finistère. Et l'auteur est aussi illustrateur du livre, du coup ? Oui, c'est lui qui a illustré le livre. Il a fait d'autres illustrations. Je suis allé un petit peu sur son blog. Il a fait pas mal. C'est un gars qui a pas mal voyagé, notamment au Moyen-Orient, en Asie, en Australie. Et ça se ressent un petit peu dans ses dessins. Il a fait pas mal de choses aussi en couleur. Et il a illustré de nombreux bouquins. Pourquoi as-tu acheté ce livre, Ronan ? Parce que ça nous parle. On a dans les collections, on a pas mal de choses sur les mégalithes, notamment parce que on a le fond Abgral que vous connaissez tous. Où il a dessiné des cupules. Il a dessiné des cupules. Et oui, Abgral, c'était un prêtre, architecte, archéologue, né en 1846 dans le Léon, et mort en 1926 à Quimper. Et notamment, il a fait partie de la Société archéologique du Finistère. Il en a même été président pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, il a dans ses carnets, puisque toutes ses archives ont été données à la bibliothèque en 24, quelque temps avant qu'il ne décède. Et dans ses carnets, il y a beaucoup de relevés de mégalithes. Et il en a même photographié aussi, puisqu'il faisait de la photo sur plaque de verre. Alors là, pour la photo, moi, je ne maîtrise pas trop, mais j'ai cru comprendre que au début du siècle, il faisait de la photo sur plaque de verre, alors qu'il était un peu has-been. J'ai un peu daté. Ça lui permettait quand même de les développer lui-même et de faire ses tirages en cyanotype. Voilà. Le tout étant largement mis en ligne sur le site de la médiathèque. Super. Et l'idée, du coup, c'est que l'intégralité des mégalithes du territoire sont recensés ou... C'est ce qu'il dit, en tout cas, hein, a priori. Au moins sur ce Nord Finistère, au-dessus de Châtelain-Carhaix. Et ça paraît... Alors, je sais qu'il a fait deux autres livres qu'on n'a pas, qui sont passés sous les radars, notamment Mégalithes du Léon, Le Morbihan, terre de mégalithes, et surtout Mégalithes du pays Bigoudin. Donc j'imagine, j'ai pas vu les livres. Mais ça donne un indice sur sa passion. Un monomaniaque. Ouais. Mais bon, c'est assez sympa de pouvoir renseigner ce que les plaques de verre qu'on a mis en ligne ou les crobards qu'on va trouver dans ces carnets, puis de voir que peut-être 100 ans, 120 ans après, est-ce qu'ils existent toujours et super dans les mêmes conditions. Qui fait légèrement écho à l'actualité, puisque l'été prochain, le musée préhistorique de Pinmar fêtera son centenaire. Ah oui. Ah, ouais. C'est pas encore plus. Et donc dans les dalles à cupules, là j'ai pris l'exemple des dalles à cupules, on a la dalle de Saint-Bélec qui a été trouvée par Abgral et puis Duchâtelier. Donc Duchâtelier qui était préhistorien aussi, archéologue fin 19e, moitié du 19e et puis un tout petit peu début du 20e. Et donc ils avaient fouillé un tumulus et ils ont retrouvé une grande dalle de plus de 2 tonnes. Et à partir de là, cette dalle a été extraite. Elle a été ramenée dans le musée qu'avait Duchâtelier sur Kernus, à côté de Pont-l'Abbé. Et finalement, à sa mort, elle s'est retrouvée à Saint-Germain-en-Laye, au musée national de la préhistoire. Voilà. Et c'est seulement il y a 4-5 ans que 2 historiens, dont j'ai oublié le nom, ont travaillé dessus et on dit que cette pierre à cupules serait une carte finalement, une carte géographique, et représenterait une partie de la vallée de l'Audet dans le nord et serait pour le coup la plus ancienne représentation géographique connue. Voilà. En tout cas, pour cette partie de l'Europe. Sandrine, tu voulais peut-être prendre la parole. Oui, je voulais surtout enchaîner subtilement, puisque Ronan parlait du territoire. Moi, j'avais envie, comme cet enregistrement était à la base parti d'une idée
de se faire un cadeau de Noël, puisqu'on est quand même majoritairement des membres de l'équipe Patrimoine et Cornouailles, j'ai choisi l'avant-dernière acquisition faite en investissement, donc les achats exceptionnels, sachant que mes collègues ne l'ont pas vu. En fait, personne ne l'a encore vu. C'est l'avant-dernière puisque la toute dernière acquisition n'est pas encore arrivée. C'est un ensemble de manuscrits de Mac Jacob, une très belle correspondance. C'est le scoop pour l'équipe aussi que nous recevrons la semaine prochaine. Séquence émotion. Donc, pour en venir à cette très très belle acquisition, il s'agit de gravures. De gravures mises dans des passe-partout, enfin sous forme de livret. Il y a peu de texte. Ça s'appelle Les Jardins oubliés de Ninive. Donc, les Jardins oubliés de Ninive, ce sont plus ou moins les jardins de Babylone, pour faire bref. L'artiste, volontairement, là, comme c'est un enregistrement, mais les collègues sont en train d'ouvrir les yeux et ne voient pas encore l'œuvre. L'artiste s'appelle Annie Bossel. Donc là, je vois aussi, je pense, les radars. Annie Bossel, qu'on connaît depuis longtemps, qui est dans nos collections depuis peut-être une vingtaine d'années, sans dire de bêtises, qui est graveuse et qui s'est spécialisée au fil des années sur la gravure de poinçons, les poinçons typographiques. Donc pour l'équipe, ça parle, mais pour peut-être les personnes qui vont nous entendre, imaginer finalement, c'est jamais que le métier qu'a exercé Gutenberg. Gravé très très finement. Ce qui va vous expliquer la finesse, la merveille de finesse des gravures. Alors, Les Jardins oubliés de Ninive, pourquoi avoir choisi cet ensemble? Pour 2 raisons, 3 même peut-être. Faire entrer des documents plus récents de la part d'Annie, puisque voilà, au fil des années, son travail a certainement évolué. Vous allez voir, je vous le confirme. Le thème reste le même, mais l'exécution est absolument sublime. Les jardins, puisque c'est un de nos grands axes d'acquisition en bibliophilie contemporaine, en estampes, en livres d'artistes, qui fait écho à nos grandes collections et à l'herbier Bonne Maison que nous conservons, mais aussi le territoire, la carte. On sait que c'est un de nos points forts en termes de collection, mais un dada partagé par toute l'équipe. Hein. Voilà. Je pense qu'on va y revenir au fil de la conversation à la géographie. Donc, Les Jardins de Ninive, de mémoire, projet tiré d'un rêve. À travers le parcours de l'eau, si cher aux Assyriens, 7 lieux ont ressurgi, appelant de l'oubli, des îles suspendues dans le vide, peut-être des fragments de mémoire, pour vous donner une ambiance. Donc, il s'agit de 7 gravures à l'eau forte, toutes à un tirage entre 20, je crois une vingtaine d'exemplaires chacun, toutes mis, donc je vous l'ai dit, sous passe-partout, mais avec sur la fenêtre de la Marie-Louise, un extrait d'un caractère. Alors, en caractère, je vais avoir oublié le nom, c'est pas très grave. En tout cas, avec la signification de ce symbole. Et donc, je montre en même temps aux collègues, on est dans un bleu, dans un espèce de entre le ciel et l'eau, voilà, suspendu, effectivement, avec les lieux typographiques symbolisés. Donc, il va falloir quand même retrouver le nom de cette... Bon, par exemple, j'ai pris en main le désert, j'ai ensuite la grotte, les chutes, le courant, la rivière, sous la rivière, la montagne ou les jardins. Donc, il n'y a pas à proprement parler de texte, mais il y a un écho entre le symbole utilisé. Par exemple, pour le désert, elle a bien situé sur la carte la prière. Voilà. Il y a quand même un jeu qui va se faire entre 2 significations. Vous allez voir, c'est absolument merveilleux. La rigole avec la grotte. Voilà. Donc, moi, ça m'évoque plein de choses dans nos collections. Et pour faire bref, pour pas non plus décliner comme ça, faire peut-être une litanie d'artistes à qui on pourrait se référer, ça me fait penser énormément aussi, ça n'a rien à voir, mais aux planches anatomiques de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, où on a tout le réseau veineux. Voilà, je vois les collègues hocher les têtes, oui, voilà, où on est effectivement sur une géographie biologique, humaine, qu'on va retrouver aussi justement dans certaines œuvres d'autres artistes qui vont avoir travaillé sur le cœur, les nerfs, etc.
Voilà, et donc c'est mon cadeau, entre guillemets, de Noël. Donc, inutile de se précipiter sur le catalogue, puisque ce n'est même pas encore entré à l'inventaire. Donc, ça va retourner directement dans mon bureau jusqu'à ce que ce soit traité. Ensuite, ce sera très librement consultable dans la salle Patrimoine et Cornouailles. Et je pense que ça va être très très vite exposé, parce que je suis persuadée qu'on va tous trouver des prétextes pour nous en servir. Alors, je me mets à la place de l'auditeur qui découvre en fait un petit peu cet univers. Je pense que la première question qui viendrait, c'est où est-ce que vous découvrez en fait ces livres d'artistes, ces œuvres? Comment est-ce que vous en prenez connaissance, et qu'est-ce qui va faire que vous avez décidé d'acheter celui-ci plutôt que celui-là? C'est moi qui réponds. J'ai fait un appel de l'œil, mais c'est moi qui réponds. Donc, il y a plusieurs canaux. Déjà, la collection a plus d'une 30aine d'années, donc les pratiques d'acquisition, de collecte évoluent avec le temps. Il y a principalement les artistes eux-mêmes, tout simplement. Donc qui vous contactent. Certains artistes contactent de manière dynamique les bibliothèques, les musées, les galeristes. Et puis, nous, évidemment, on fait de la veille, entre guillemets, qui est à la fois sur notre territoire, on s'intéresse à tout ce qui se passe, aux expositions, etc. On a un réseau, évidemment, de collègues aussi qui s'intéressent au même sujet que nous, y compris les collègues des musées. Et puis, il va y avoir les salons. Voilà. Les expositions, les salons, les artistes eux-mêmes. Et c'est aussi beaucoup de furetage, de veille. Alors, les artistes installés, qui ont une certaine notoriété, c'est très facile. Il y a les catalogues, comme je disais, les musées, etc., les collections. Les jeunes artistes, c'est plus compliqué. Donc, il y a on a la chance d'avoir l'école des Beaux-Arts à côté. Donc, certains sont devenus des artistes, on va dire, professionnels, se sont professionnalisés et entrent dans nos collections. Mais il va y avoir aussi, pendant quelques années, ça a été des sites internet. Bon, ça continue aussi, mais le Facebook de plus en plus. Et là, depuis quelques années, finalement, les artistes, j'arrive beaucoup à les repérer aussi avec l'Instagram. Okay. Voilà. Donc ça oblige à nous à prendre en main des outils qui, moi je reconnais une non-familiarité, mais qui permettent une visibilité qu'on n'avait pas du tout avant. Avant, on recevait des courriers, on recevait des invitations, puis on allait sur les salons. Et aujourd'hui, du coup, c'est un réseau foisonnant de possibles. Et pour finir juste sur cet aspect d'acquisition, pour vous donner une idée, là, j'ai engrangé sur nos thématiques de prédilection et avec des choses qualitatives qualitatives au sens où enrichiraient notre collection de nouveaux artistes ou de nouvelles approches artistiques. Je pense que j'ai facilement engrangé 5 ans dans ma file d'attente, ce qui est exorbitant en fait. Puisqu'on sait qu'au quotidien, on continue à découvrir des merveilles. Et la deuxième question innocente, ce serait dans le cas de figure où plusieurs structures seraient intéressées par la même œuvre. Comment est-ce que c'est départagé? Est-ce que c'est des systèmes d'enchères ou est-ce que c'est l'artiste lui-même qui va décider de vouloir son œuvre partir dans telle ou telle structure plutôt que l'autre? Alors c'est Marilène qui parle. J'interviens juste par rapport à ça parce que dans les collections de livres d'artistes, on a un élément essentiel, c'est le multiple. C'est-à-dire que exceptionnellement, on peut avoir des livres uniques, mais la majorité des livres édités ou publiés sont tirés à très peu d'exemplaires, mais quand même un nombre d'exemplaires suffisant pour satisfaire les bibliothèques et les collectionneurs, même si, bien sûr, il y a un dialogue permanent entre les différentes structures et que, selon les axes d'acquisition et la collection existante, Sandrine fait quand même en sorte de ne pas acquérir les mêmes pièces que Brest ou Rennes si c'est pas essentiel à la collection. Alors, par contre, pour tout dire, je réserve régulièrement, officieusement, auprès d'artistes, quand il y a un tout petit tirage, que je tiens vraiment à l'avoir. Donc, et pour vous donner un exemple récent et concret, c'est l'artiste Robert Lobet, qu'on connaît bien dans nos collections, et qui vient de faire un livre justement unique,
par rapport au pétroglyphe, donc là qui nous parle beaucoup. Ronan vient de parler de la dalle de Saint-Bélec, pardon, Saint-Ronan, de Saint-Bélec. Et voilà, et il m'en a parlé quelques jours avant le salon. Et voilà, il faut quand même donner sa chance à cette pièce, à être sur un grand salon qui est la référence vraiment nationale. Et s'il n'a pas été acquis, tant mieux pour nous. Et puis voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui nous passent sous le nez, on va dire. Mais c'est aussi, c'est comme ça, ça fait partie de l'histoire de la collection. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait nous parler d'une autre œuvre qui l'a marqué dernièrement ou même plus anciennement Non, alors ça c'est très récent, c'est même, pour moi, c'est vraiment le livre qui m'a le plus marqué cette année. C'est Rémi Huot à fleur d'eau. C'est vraiment... moi je suis plutôt porté sur la littérature du XIXe siècle parce que au niveau du style, on n'a jamais fait mieux, surtout en France. Et pour une fois, j'ai trouvé un auteur qui m'a vraiment transporté, à la fois par son récit, mais aussi par le style. C'est tout à fait brillant. En fait, le type, c'est une marche de 800 km à pied. Il part de Saint-Malo, il va jusqu'au Conquet, et là, il embarque pour faire le tour de Ouessant. Et en fait, il choisit bien son mois, puisqu'il est en Bretagne, il choisit le mois d'octobre, ce qui fait que pratiquement tout son périple, c'est sous la pluie, dans l'humidité, et en plus, c'est du camping, mais à l'arrache, camping sauvage. C'est vraiment un récit, un récit brillant. Il longe la côte en fait au plus près. Donc il est souvent dans la vase, dans le sable. Et son récit, en fait, c'est tellement prenant qu'on a vraiment l'impression d'être dedans. Alors on est plusieurs récits à faire de la marche, et évidemment c'est des livres qui nous touchent particulièrement. Et celui-là, franchement, pour moi, c'est vraiment le livre de l'année. Que ce soit au niveau roman, documentaire, c'est vraiment le livre qui m'a marqué. Il a fallu tirer au sort qui allait le présenter. Ok. Donc c'est un coup de cœur partagé entre plusieurs d'entre vous. Moi, j'ai pas encore lu. Non. Cela dit, j'ai lu de Rémi Huot, j'ai lu Dans les forêts de l'ours, que vous avez lu tous les deux aussi. Oui. Aussi enthousiasmant. Oui. Mais il était dans son milieu plus familier, puisque là, il était en montagne et que il est originaire, je ne sais plus de quel massif, si c'est les Alpes ou les Pyrénées. Alors qu'à fleur d'eau, en plus, c'est avec le regard de quelqu'un qui n'est pas de Bretagne. Voilà. C'est encore mieux. L'affrontement avec la pluie. Et il n'a pas les codes, en fait, sur le littoral. Donc, c'est assez... Il y a des passages, par exemple, à un moment, il est complètement trempé et il arrive dans un village et il s'installe dans les tribunes d'un stade de football alors qu'il pleut. Et il met toutes ses affaires à sécher sur les tribunes. Mais en fait, c'est tout à fait banal. Mais la façon dont il raconte, on a vraiment l'impression d'y être et c'est vraiment brillant, Il prend plaisir en fait aux éléments. En fait, il y a aucune, il dénonce à aucune seconde la pluie, Et au contraire, il continue, voilà. Et ce qui aussi permet de relativiser quand on se retrouve soi-même sous une bonne ondée. On pense maintenant à Rémi Huot. Et ce qui ne gâche rien, il est ornithologue. Et du coup, il a un regard naturaliste et ça c'est assez intéressant. Moi, j'avais bien aimé Dans les forêts de l'ours, où il pérégrine. C'est dans les Balkans, quelque part par là, je crois. Oui, en fait, il ne cite pas les pays, mais on se doute que c'est dans les pays serbes ou Roumanie, des trucs comme ça, dans les grandes forêts par là-bas. Il recherche les forêts primitives, en fait, Et l'intérêt de sa quête de l'ours, c'est à la toute fin, on ne sait toujours pas. On ne va pas dévoiler d'ailleurs la fin, s'il va le voir. Et en fait, il prend aussi plaisir à ne pas savoir s'il le verra. La quête est aussi importante que de rencontrer l'ours. Moi, je vais en profiter pour parler un petit peu de cinéma, comme j'ai entendu le mot naturalisme. Et ce qui me parle aussi, c'est le fait de s'intéresser finalement à des choses qui ne sont pas forcément toujours extraordinaires au sens premier du mot, notamment dans une période où ce qui fait des entrées au cinéma, etc., c'est le gros cinéma de science-fiction, etc. Le film qui m'a certainement, peut-être pas le film, mais un des films qui m'a le plus marqué cette année, c'est un film qui s'appelle Rien à foutre, qui va suivre en fait le quotidien d'une jeune femme qui travaille pour une compagnie aérienne, et notamment une compagnie aérienne low cost. Et tout le film va se composer, visiblement un peu comme à la manière de ce livre, de tranches de vie, sans porter de regard particulier en fait sur la chose, ni moralisateur, ni accusateur, ni rien.
un regard plutôt neutre en fait sur ces tranches de vie. Alors forcément, l'environnement dans lequel elle va se trouver n'est pas forcément des plus enthousiasmants. Ça nous présente quand même ces emplois d'hôtesse de l'air dans les compagnies low cost, un petit peu comme les nouvelles travailleuses à l'usine en quelque sorte, quoi. Les nouveaux précaires. Mais il y a une vraie beauté là-dedans. Là, c'est pareil. Il ne faut pas s'attendre à un final absolument extraordinaire, vu que tout ce qu'on nous montre, c'est uniquement des tranches de vie. Donc, une vie composée de vol, de pression de la part de ses responsables, puisque comme on vend des billets pas chers, et bien derrière, il faut vendre des parfums et des bêtises dans les avions. De moments passés, mais seulement le temps d'une nuit dans tel ou tel pays, donc pas spécialement d'attache ni familiale, ni amicale, ni rien. Et voilà, nous on va juste porter un regard là-dessus, et c'est un film qui m'a pas mal touché, pas mal marqué cette année, avec notamment, alors j'arrive jamais à prononcer son nom, Adèle Exarchopoulos, je crois que c'est l'actrice qui... Je crois que c'est Exarchopoulos. Ouais, quelque chose comme ça. À chaque fois, je galère à prononcer. C'est une actrice que j'aime beaucoup, que la plupart des gens ont découvert dans La vie d'Adèle, que j'ai aussi beaucoup aimé dans un film de Quentin Dupieux il y a 1 ou 2 années qui s'appelait Mandibule. Elle a toujours des rôles qui sortent un petit peu de l'ordinaire et franchement, elle est impressionnante, quoi. Voilà. Je vais avoir un peu du mal à rebondir sur le propos proprement dit des hôtesses de l'air. Par contre, sur l'aspect petite vie, très rapidement, parce que sinon là, on va peut-être s'étendre beaucoup sur la même thématique. J'ai apporté L'hiver, saison de l'esprit, qui est le dernier ouvrage paru de Jean-Luc Leclèche. C'est à la Part Commune. Alors c'est un poète, écrivain, voyageur. Je pense qu'il est originaire de Concarneau et qu'il a été, entre autres, documentaliste, bibliothécaire dans un lycée à Pont-l'Abbé, quelque chose, pas très précise, mais en tout cas, pareil, les collègues doivent savoir que ça fait des années, dès qu'il sort un nouvel ouvrage, j'en parle. Mais le tout dernier, L'hiver, saison de l'esprit, c'est exactement ça, c'est vraiment une sublimation des petites choses et le plaisir. Donc c'est aussi, c'est pour ça que je dis qu'on va faire bref, c'est un marcheur aussi. Hein, il a sublimé et la marche et le chemin de douanier et autres dans Poétique de la marche, puis dans Parcourir l'Atlas, qui moi a été, je pense, c'est son meilleur ouvrage. Parcourir l'Atlas, géographie intime des bords de mer. Donc c'est un auteur que j'aime particulièrement parce que, peut-être parce qu'il a été documentaliste, je ne sais pas, mais il cite aussi généreusement de très belles tranches d'autres ouvrages. Et donc dans L'hiver, saison de l'esprit, une évocation de la saison hivernale et de la perception de la nature endormie. Et sans être, sans tirer à boulet rouge, on n'est pas dans... notamment Paolo Rumiz, qui est aussi un marcheur italien qui va, là, Jean-Pierre va confirmer, des fois ne fait pas l'économie de critiquer la société actuelle. Au contraire, Jean-Luc Leclerc, ça va être tout en nuances. Ceci dit, il dit ce qu'il a à dire. Et si je suis en capacité de retrouver l'extrait qui me plaisait bien... non, je ne vais pas retrouver, c'est dommage, mais où il dit... en fait, on va trouver les petites choses merveilleuses chez soi avec un livre, etc. Voilà, c'est un peu la rengaine. Et en tout cas, on va se sentir riche, mais pas d'objets. Et il s'excuse vers la société de consommation. Voilà. Bon, je ne sais pas si je vous l'ai vraiment bien vendu, mais... Si, ça fait envie, ouais. Et cette nuit, j'ai lu... Petite philosophie des ports de pêche. J'étais persuadée que c'était un homonyme. En fait, je ne voyais pas le lien. Et en fait, c'est lui aussi. Donc, il est vraiment dans la poésie sous tous ces aspects de la région. Voilà. Eh bien, super. Ronan, tu voulais peut-être nous parler d'autre chose ? Oui, juste pour rebondir là, sur ce que tu viens de dire. Ouais. Moi, j'ai lu, mais il y a déjà un petit moment, donc... alors c'est toujours la marche, je suis désolé, là ça va être ça encore après. Pascal Dessin, c'est Vers la beauté toujours, c'est édité aux éditions de la Salamandre. Et c'était juste pour dire que en fait ce gars-là évoque
marches dans les Pyrénées, alors sur un site que j'ai oublié parce que ça fait un petit moment que j'ai lu le bouquin. Mais son livre est ponctué de références de films, de bouquins qu'il donne à la fin. Et du coup, moi, ça m'a incité à aller lire notamment Le gang de la clé à molette d'Édouard Abbé. Et j'ai beaucoup aimé, je me suis régalé. C'est un bouquin qui date de 1975 parce que l'auteur est mort fin des années 70. Et c'est l'histoire de 3 garçons et une fille qui ont des âges totalement différents, de milieux différents, et qui sont très tristes de voir donc c'est les années 70, hein, tous les milieux naturels, notamment le Colorado, dans lesquels ils vivent, qui sont exploités. Il y a des mines, il y a des barrages, tout ça, et qui décident pour le coup, à l'inverse de ce que tu viens de dire, qui eux décident d'aller plastiquer les ponts, etc. Il y a beaucoup d'humour, et je ne l'ai pas fini, mais c'est assez jouissif comme... Donc là, c'est une lecture qui est en cours, quoi. Oui, voilà. Ouais. Et autrement, donc je voulais parler de Une Bretagne par les contours. Alors ça, c'est un livre... en fait, là, c'est le tome 12 que j'ai dans les mains. Donc c'est Yann Le Sacher. Alors il signe Yal. Yann Le Sacher, c'est un graphiste, illustrateur indépendant, et donc c'est quelqu'un qui a l'âge de quelques personnes autour de la table, puisqu'il est né en 1966, et donc il part de Plouer, sur les bords de Rance, à côté de Saint-Malo. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il ne part pas de Saint-Malo, mais bon, c'est comme ça. Et donc, il suit le GR34, et donc ça rejoint un petit peu le bouquin de Huot. Sauf que là, c'est un livre d'un format A4. Hein. J'ai même cru au début, vu que tu parlais en plus de tome 12, je crois. J'ai cru que c'était une bande dessinée. Une bande dessinée. Non, en fait, c'est un récit de voyage. Et donc, c'est plein d'illustrations, de croquis en couleur. Assez réaliste, assez sympa. Et pour avoir feuilleté les autres, donc il y a, je sais pas, moi je trouve qu'il y a une certaine lenteur qui se dégage, peut-être parce que le gars doit faire ça à pied, une certaine lenteur qui se dégage de ses livres. Et donc là, c'est le tome 12. Donc ce tome 12, c'est du fou à Morgat. Et donc il disait que en fait, j'ai trouvé sur Internet un passage dont il parle de ses bouquins. Et en fait, il doit lui rester peut-être pas loin de 5 ou 6 ans avant de tout finir. Alors, on les a presque tous au fond breton. On a juste les 2 premiers qu'on a loupés et qui, visiblement, ne sont plus réédités. Donc, on suit l'auteur là, au fil de ses pérégrinations. Et puis, donc, comme je disais, c'est des aquarelles, beaucoup d'aquarelles, beaucoup de dessins aussi au crayon. C'était pour varier un petit peu les styles. Il y a de la couleur, il y a du noir et blanc. Et à chaque fois aussi, en bas des pages, il y a des petits crobards un peu style comme la coccinelle dans Gottlieb. Et il y a beaucoup d'humour dans son bouquin. Alors des fois, c'est des calembours, hein, mais enfin moi ça m'amuse. Le format qui est formidable parce que ça laisse vraiment une grande place aux illustrations. Ouais. Vraiment, ouais, voilà, il y a très peu de texte. Illustration en fait, couleur en plus. Illustration en couleur, très peu de texte. Très bonne qualité. Et ça fait penser un petit peu aux carnets il y a beaucoup de carnets qui ont été publiés dans les années 80, 90 même plutôt. Par le conservateur du littoral. Donc sur certains sites, ils demandaient à des artistes de faire des petits carnets qui étaient format à l'italienne, et donc avec beaucoup d'illustrations et très peu de texte, juste des notes un peu style notes de terrain, quoi. Et alors c'est assez particulier parce que c'est beaucoup d'humour, peut-être des fois un peu justique, mais un peu lourdingue. Ouais. Jean-Pierre est peut-être un peu moins convaincu. Ah non, par les dessins, je suis très convaincu. Mais c'est vrai que des fois, ces calembours, ça fait un peu almanach Verneau, quoi. Il y a, par exemple, quand il est au fou, alors il faut que je retrouve. En chemin vers le fou, c'était le 29 août 2019. Tout à coup,
Un bolide surgissant de la droite me coupe la route, embrochant tout sur son passage, aidé de ses cornes puissantes. Charriant branchages et blocs de terre humide, le phénomène disparut dans la végétation, qui se relèvera difficilement de ce traumatisme. Moi, j'ai eu chaud. Et en fait, c'est une limace. Il a dessiné une limace qui traverse le chemin. Et bon, enfin bref, c'est assez sympa, assez agréable à feuilleter, à lire, quoi. Voilà. Et on sait déjà si d'autres carnets de voyage, en quelque sorte, sont prévus dans les années qui viennent ? A priori, oui, puisqu'en fait, j'imagine, il veut aller jusque peut-être pas jusque Nantes, mais au moins jusque Saint-Nazaire, où finit le GR34. C'est un gars qui a pas mal, j'ai cherché un petit peu sur Internet, c'est un gars qui a pas mal voyagé, et qui est allé en Argentine, en Tanzanie, au Népal, en Grèce, enfin un peu partout dans le monde, qui a fait d'autres récits, d'autres carnets comme ça. Alors, il dessine des cartes postales, des oiseaux, donc ça c'est plutôt pas mal, et il se les envoie quand il est à l'étranger. Et donc, j'ai vu qu'a priori, sans doute il éditera ça, donc des cartes postales d'oiseaux qui s'envoie à lui-même. Okay. En fait, il a créé sa maison d'édition, c'est édition Dawet. Et donc voilà. Et en cherchant un petit peu, en cherchant des renseignements sur l'auteur, j'ai vu qu'il existait à Clermont-Ferrand un festival, le Rendez-vous du carnet de voyage. Je ne connaissais pas, je ne sais pas si ça vous parle, vous. Il y avait aussi pendant longtemps un à Brest, je ne sais pas s'il continue. Il y avait un grand festival du carnet de voyage à Brest. D'accord. À Brest, je sais qu'il y avait un truc sur la randonnée, c'était des carnétistes beaucoup. Okay. Ça, c'était au Quartz. Alors, je sais pas si ça. Je pense que ça existe plus. Et là, à Clermont-Ferrand, visiblement, il y a un rendez-vous. C'était le 22e cette année. Et puis, avec pas mal d'invités, des films. Quelque chose qui a l'air d'être assez intéressant. Et donc, lui, il exposait de ses dessins. Et je sais que je l'ai vu cet été au Festival de Cornouailles. Okay. Vous savez, le long des quais, il y a des guérites là, avec des choses à vendre. Et il avait un stand. Ok. Jean-Pierre ou Sandrine, vous vouliez peut-être nous parler d'autre chose ? Oui, on a toujours quelque chose à dire. Eh ben, vas-y. Bon, par contre, on va peut-être arrêter de parler de marche parce que c'est une de nos passions, mais peut-être pas celle de tous les lecteurs. En fait, je vais vous parler. Tout à l'heure, on a parlé de Jean-Marie Abgral, qui est une de nos grosses références à la bibliothèque de Cornouailles. Et un autre personnage qu'on aime beaucoup, c'est Julien Toussaint-Marie Trévidy. Pardon. Je vais vous lire 4 petites lignes. Alors, c'est signé Lettre d'une habitante de Paimboeuf. Et ça cerne tout à fait le personnage. C'est un homme bizarre et presque indéchiffrable. À vous en parler net, il n'est pas de mon goût. Ne manquant pas d'esprit, il pourrait être aimable, mais on dirait vraiment qu'il n'y tient pas du tout. Du moins, ne fait-il rien pour essayer de plaire. En fait, ça sent bien le personnage quand on a lu ses récits, parce qu'il passe en fait beaucoup de temps à polémiquer, à revenir sur les textes écrits par d'autres. Alors l'intérêt, c'est qu'il soulève pas mal d'erreurs que les autres ont fait, mais il a une façon assez furieuse de s'attaquer aux gens, quoi. Il pourrait simplement dire, bon là, il y a une erreur, mais il aime bien se moquer et puis, souvent, on a des textes assez truculents avec lui. Alors, il faut signaler quand même que c'est pas n'importe qui, parce que Julien Trévidy a quand même été membre... Alors déjà, pour le situer, c'est des années... il est né en 1830 et décédé en 1908. Donc, ça situe déjà l'époque. Il a donc été... c'est un contemporain de Jean-Marie Abgral, justement. Il a été président du tribunal à Quimper. Donc, c'était un homme de loi. D'ailleurs, il a fini par être viré parce qu'il était en contradiction totale avec ses supérieurs, donc ils ont fini par le mettre à la retraite. Et donc il a publié un grand nombre d'articles dans le Bulletin de la Société archéologique. Alors le Bulletin de la Société archéologique du Finistère, c'est vraiment notre Bible, en fait. Elle nous sert pour quasiment toute l'année, on a le nez dedans. Et c'est aussi sans doute le document le plus consulté par nos lecteurs. D'accord. Alors on a l'intégralité de la collection qui commence en 1873 et qui continue de nos jours. Près de 4 mètres linéaires actuellement, je les ai sous les yeux. Ouais, c'est ça. Et un volume par an. Un volume par an, ouais. Alors il a publié énormément de choses sur Quimper, et l'intérêt c'est que la plupart de ces documents sont maintenant numérisés et en ligne sur le site de la médiathèque. Il a également parlé de personnages célèbres dans notre région évidemment,
comme Marion Dufouette, La Fontenelle, ou Élie Fréron, et surtout le docteur Laënnec, qui est évidemment quimpérois. Il y a également des textes assez curieux qui nous font toujours rire. C'est, par exemple, la cathédrale de Quimper a-t-elle été reconstruite en 1858 sur les dessins de M. Viollet-le-Duc ? Bon, tu voulais... Non, ça me fait rire parce qu'on le cite en permanence. Oui, voilà, c'est ça. Le sommet pour nous. Un très beau raccourci. En fait, il s'attaquait dans un article du Nouveau Dictionnaire sur Quimper qui affirmait que sa cathédrale a été reconstruite sur les dessins de Viollet-le-Duc. Et donc, lui, il règle son compte. Il y a également un autre article qui est intéressant, c'est sur le lieu de naissance de Laënnec. Parce qu'en fait, si on se base sur ce qui avait été fait jusqu'à présent, Laënnec avait réussi à naître à 2 endroits en même temps. Donc, évidemment, Trévidy en a fait un article, et évidemment, on rit en le lisant, quoi. Alors que normalement, c'est une œuvre sérieuse. Et le fin mot de l'histoire est qu'effectivement, la plaque avait été posée sur la mauvaise maison et que la bonne maison a été détruite avant que l'erreur soit rétablie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une stèle au milieu d'un mini-square en lieu et place de la maison natale de Laënnec. Alors, on possède également, pour ceux qui voudraient mieux connaître le personnage, on a acheté cette année une biographie de Ernest Lorrain qui est également disponible en ligne. Et donc, comme je disais, c'était donc un contemporain de Jean-Marie Abgral, qui avait également son petit caractère. En fait, notre grand regret, c'est de ne pas avoir connu, de ne pas être présent aux assemblées, aux réunions de la Société archéologique du Finistère, parce que ça devait donner. Peut-être on a eu du bol, justement. Et c'est Abgral qui fait la nécrologie de Trévidy de mémoire dans le BSAF. Ouais. Voilà, en fait, donc, c'est à peu près tout ce que j'ai sur le bonhomme, et franchement, si vous avez l'occasion, il faut aller vraiment découvrir ces articles sur le site de la médiathèque, ou venir carrément en salle Patrimoine de Cornouailles, où on les mettra à disposition. Super. Sandrine ? Oui, donc c'est peut-être moi qui vais avoir le mot de la fin avec une dernière proposition. Pourquoi pas ? Alors je cherche, sauf si vous avez encore des inspirations pour rebondir, je cherche comment... voilà. Alors difficile avec Trévidy. Par contre, heureusement, Ronan a fait allusion à son... marcheur sur le GR34 qui avait un petit peu baroudé de par le monde. Donc je voulais un peu sortir de la Bretagne et je voulais vous proposer un livre du Fonds ancien en tout cas, qui s'appelle Conte Tartare. Et il faut savoir que l'équipe patrimoine est à l'œuvre depuis déjà plus d'1 an et pour encore 2 ans à recataloguer entièrement ces collections anciennes et les fonds exceptionnels. Et donc, en voyant passer les notices, j'étais tombée sur les 1001 quarts d'heure, Conte Tartare. Et ça m'avait un petit peu attirée. Je me demandais ce que pouvait être le lien avec les 1001 nuits, les contes, etc. Puis ça m'avait amusée parce que j'avais lu assez récemment, l'année dernière, 2019, La 1002e nuit, qui m'avait... Alors là, pour le coup, c'est un polar, et je l'avais acheté pour son lien... En fait, c'est un prétexte, en fait, pour dresser un portrait de la société des années 20, les années folles, à Paris, et où on y voit beaucoup Paul Poiret, et là, certainement, les collègues vont me voir arriver, et forcément, Marc Jacob, voilà. Et donc, La 1002e nuit, j'ai pas pris le temps de regarder si on l'avait dans les collections. Alors, ça va pas rester le polar du siècle, hein. Je pense que Cathy, notre collègue spécialiste en roman policier, il lui tomberait des mains, mais c'était plutôt une façon de vulgariser, finalement, d'alléger plutôt que de faire moi j'aime bien un petit peu cette tentative de romanesque pour un petit peu alléger les sujets arides. En tout cas, mes 1000, pour revenir à mon sujet principal, les 1001 quarts d'heure, recherche faite, c'est un monsieur Gueulette, Thomas Simon Gueulette, qui a écrit la chose, et en cherchant un petit peu, il a même une notice Wikipédia, qui en fait aussi un juriste d'ailleurs, comme Trévidy, comme quoi, et qui va avoir collectionné, en fait c'est un érudit, c'est assez passionnant, c'est assez hallucinant ce qu'il fait. Il a écrit aussi énormément de livrets, de pièces, etc., du 18e, et à tel point que tout ce qu'il va avoir collecté sur
les procès ou les personnages de peu de foi ont fait l'objet d'une réédition au Mercure de France, enfin en tout cas d'un corpus au Mercure de France qui s'appelle Sur l'échafaud, histoire de larrons et d'assassins. Et bon, on est au 18e, donc c'est quand même des choses assez trash, on va dire. Et voilà, l'ouvrage, je l'ai trouvé, il a la bonne surprise d'avoir trouvé à la bibliothèque d'Ergué-Gabéric. Voilà, donc je l'ai fait venir pour le découvrir, très très intéressant. Vraiment des personnages ou en couleur. Et donc ces contes, effectivement, il y a 3 petits volumes, j'en ai descendu qu'un pour pouvoir le feuilleter. Donc c'est en ancien François, donc c'est absolument délicieux à lire, puisqu'on a les S longs qu'on prend nous pour des F, on a les U et les V qui vont se mélanger, on va effectivement avoir une orthographe beaucoup plus libre qu'aujourd'hui, on va dire. Et puis c'est illustré de charmantes petites gravures qui vont mettre en scène à peu près tous les contes. Et donc, en fait, chaque conte est censé durer un quart d'heure. Et le propos est vraiment celui des 1001 nuits, c'est-à-dire donc le prétexte est un roi ou un sultan qui est malade, et le temps qu'on a lui chercher la potion qui est évidemment à l'autre bout du monde, son médecin va devoir l'occuper, lui tenir compagnie sous peine d'être effectivement passer radicalement de vie à trépas, et il va donc de quart d'heure en quart d'heure raconter des contes. C'est du très très grand classique sur les trames. J'en ai lu, j'avais parcouru quand j'avais découvert le bouquin, rien de nouveau, si ce n'est que ça se passe dans des endroits complètement exotiques, etc. Et avec des notes de bas de page qui se veulent érudites, pédagogiques, qui vont situer justement que veut dire ce mot exotique, qu'est-ce qu'un derviche, voilà, premier conte, il y a le mot derviche dès la 2e ligne, et donc il y a toute une explication de ce que c'est, à tel point que longtemps, il a été cru que c'était en fait finalement un collectage de contes, et qu'il avait été sur le terrain. Voilà. Donc il en a décliné, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais il voulait faire œuvre pédagogique, un petit peu dans le même esprit, ce que je disais par rapport à la 1002e nuit. Et donc j'ai été... alors, je manipule un petit papier parce que j'avais fait un copier-coller sur sa notice Wikipédia. Dramaturge, conteur, juriste, érudit, homme de lettres français, rien que ça. Voilà, la première édition date de 1712, la nôtre est de 1723. Ce n'est pas l'édition originale, mais a priori elle est très très semblable. Alors je me suis aussi posé évidemment la question dès qu'on voit... Alors il fait quoi, 15 cm, même pas, hein, c'est vraiment tout petit volume, plein cuir. Alors Marilène nous dira c'est du veau, je pense, c'est du veau, bonne pioche, voilà. Marilène vient de confirmer, ouais. c'est du veau. Et puis avec un motif des dorures simples, des pages de garde dans un marbré tout à fait classique, mais avec quand même un petit liseré doré, voilà. Et donc j'aurais bien aimé savoir d'où venait cet objet. J'ai d'abord spéculé sur les confiscations révolutionnaires, ça s'entendait tout à fait. Hein. Et non, j'ai eu une autre petite piste. C'est à... De Sylvie. Oui. Alors, c'est pas le bon. Alors, plus j'ai pas descendu le beau volume parce que celui-ci il manque les gardes blanches. Donc ça doit être sur le deuxième. Le dernier volume justement de la trilogie, et le tout dernier volume, les dernières pages, il y a gribouillé en tout petit à la fin. On voit finalement, on devine à peine de Sylvie. Voilà. Et donc là, ça m'amuse parce que ça évoque aussi cette recherche de la rareté de ces pages blanches où on s'exerçait à écrire, on faisait ses comptes, etc. Mais c'est surtout que j'avais la piste, vraiment la preuve déterminante que ça venait de la collection de Jean-Marie de Sylvie, donc qui lui est un autre de nos personnages chouchous, là, pour faire concurrence à Abgral et Mal Jacob, qui a été lui ingénieur des ponts et chaussées et collectionneur d'art, voilà, et qui n'ayant pas de descendants, a légué à la ville sa riche bibliothèque d'ingénieurs et de collectionneurs d'art, et sa collection de tableaux qu'on connaît bien, puisque c'est ce qui est à l'origine du musée des Beaux-Arts, qui s'est longtemps appelé d'ailleurs musée de Sylvie, et qui, si je ne me trompe pas, va fêter ou fête le
150e anniversaire crois que de l'ouverture du musée. 1840 Voilà. et quelques. Bigot qui a fait Joseph Bigot qui a fait qui a été architecte du musée. Oui, d'ailleurs, c'est Joseph Bigot, un autre grand homme quimpérois. On n'en finit pas. Voilà. Donc, c'était juste pour vous parler de cette petite curiosité qui m'avait vraiment intriguée. Il a aussi fait les 1001 heures, contes péruviens, les 1001 soirées, contes moghols. Enfin, voilà, quand on a compris le principe. Et il y a une biographie qui a été faite par un de ses descendants. Elle a été faite en 1938. Nous n'avons pas cette biographie. Puis, voilà, et je ne l'ai pas trouvée en ligne. On a d'autres livres De lui, on a celui-ci et des petites choses anecdotiques, mais en termes de contes, on n'a que cela. Voilà. Et comme on est sur du livre ancien, quelqu'un qui voudrait lire le livre peut le consulter en numérisé peut-être ? Bien, merci Alexis, bien vu. Donc nous ne l'avons pas numérisé, nous n'avons pas de raison de le faire. Il est en ligne sur Gallimard. Gallica. Pardon. Sur Gallica, pas dans cette édition-là, mais il a été publié il y a eu une grande collection sur les contes, en fait. C'est quelque chose, je ne sais plus comment ça s'appelait exactement cette... est-ce que j'ai... non, je ne l'ai pas noté. Sinon, je rajouterai ça en description. Oui, de toute façon, il suffit de taper les 1001 quarts d'heure ou Gueulette. C'est très facilement trouvable. Mais en fait, ça a été des contes suffisamment importants et connus pour être publiés dans cette grande collection et qui sont libres sur Gallica. Alors honnêtement, il y a aussi une autre façon très, très agréable de les lire, c'est de venir aux heures d'ouverture de la médiathèque dans la salle Patrimoine et Cornouailles En consultation et de consulter sur place. Alors ce n'est pas l'édition originale, mais quand même un superbe petit objet. Voilà, avec des culs de lampe gravés mignons comme tout, et puis une langue, voilà, c'est drôle, ça en est drôle en fait à lire. Eh bien, très bien. Allez, moi je vais finir par une dernière petite chose, et ensuite on se laissera là, je pense. Comme tu as pas mal parlé des années 60 tout à l'heure, et ensuite tu nous as parlé d'un provocateur, ça m'a fait penser en fait à un cinéaste que je suis pas mal en ce moment, alors un ancien cinéaste puisqu'il s'agit de Pasolini. Et notamment, j'ai vu dernièrement un de ses grands classiques, L'Évangile selon saint Matthieu, donc filmé par Pasolini, revisité en quelque sorte, que j'ai trouvé absolument sublime en fait. Très certainement un des plus beaux films que j'ai même pu voir jusqu'à aujourd'hui. Qui a la particularité en fait de faire du personnage de Jésus plus un grand orateur qu'un faiseur de miracles. Et c'est ça qui est absolument génial en fait dans ce film, c'est que au-delà de la mise en scène, de la valorisation des personnages qui est absolument incroyable, c'est ce personnage de Jésus qui forcément ressort de tout le récit et qui est vraiment présenté quasi comme un homme politique en fait dans tout le film. Dès qu'il prend la parole, on a des gros plans sur son visage. Il est d'une conviction assez incroyable. On a quasi l'impression de voir un révolutionnaire communiste en fait en train de prendre la parole, alors que tous ces miracles sont traités comme des choses qui sont finalement pas si importante que ça, soit montré en fond, soit par un petit effet de flou, de transition. Et on va vraiment en fait s'attarder sur comment est-ce qu'il a réussi à rassembler du monde autour de lui. C'est vraiment un film qui est exceptionnel, quoi, qui mérite d'être vu. Mise en scène incroyable. La beauté des plans aussi, c'est-à-dire que dès le début, on a quasi envie de verser une larme en voyant les premières minutes du film, le regard de Marie, de Joseph, c'est assez fou. Moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Il est plus facile de recommander celui-ci que d'autres de ses films que j'aime beaucoup aussi, comme Salo, etc. Mais n'hésitez pas à vous pencher sur sa filmographie. Et je crois qu'à la médiathèque, on a quasi tout en DVD. Et on doit en avoir quelques-uns aussi sur la médiathèque numérique. Donc voilà. Mais en tout cas, ça a été chouette d'enregistrer avec vous. Je pense qu'on a pu visiter des horizons qu'on n'a pas eu l'habitude d'aborder au cours des derniers enregistrements. Donc merci beaucoup. Pas mal de marches, de Bretagne et quelques petites autres choses.
On se retrouve du coup bientôt, soit pour un petit club, soit pour un nouvel épisode du club. Et j'espère que ça vous a autant plu qu'à moi. À bientôt.